Bien, bien. Alors, c'est assez simple. Il nous faut tout simplement continuer, disons, parce que la beauté de cette journée, c'est quand même que ben, Colette discute Colette. Je ne dis pas discute avec Colette. Colette discute Colette. Et ça, c'est clair. Et donc, c'est très bien tout ça. Et par nos moyens, disons, à travers nous. Colette avait annoncé au début qu'elle n'était pas certaine si elle aurait lu son exposé, son écrit, ou si elle aurait improvisé, disons, tout de même quelque chose, un discours, j'avais compris ça, bon, à partir de ce qui serait passé dans la journée. Donc, évidemment, il faut demander à Colette quel type de scansion donc elle veut réaliser, puisque quand même, je crois qu'il faut une scansion. C'est important que ce soit une scansion, que ce ne soit pas seulement la continuation de la discussion comme ça, mais donc quel type de scansion vous voulez produire en ce moment? Eh bien, je vais lire mon texte. Oui, Et le titre était donc La reconquête du chant lacanien, suite sans fin. c'est bien. Alors, vous-même, vous avez dit, et vous avez parlé, donc allez-y. Et j'espère quand même qu'après, si Marc ne va pas me taper sur les doigts, je pourrai vous poser vous rendre sensible à une question que j'avais en tête. Bon, allez-y. Euh, je vais sauter, je vous préviens. Si vous suivez sur le texte, je vais sauter Oui, le passage pour faire plus court. Donc, je vous préviendrai avant de sauter. oui. Alors, j'ai mis un exergue. J'aime bien, comme on aime en général faire, un exergue, c'est une phrase de Lacan qui, parlant de son enseignement dans le texte auquel Marc nous a renvoyé, Mon enseignement, 1967, page 15, parlant de son enseignement, il dit il s'est imposé, je cite, vraiment comme discipline de ne jamais répéter la même chose, de ne pas dire ce qui est déjà courant, quoique ce qui est déjà courant ne soit pas tout à fait inessentiel à connaître. Alors j'ai choisi cet exergue parce que notre moment actuel m'a amené à me reposer une question, la question cruciale de ce que vaut ce qui se concocte dans le discours analytique proprement dit. Ce lien qui, s'il est ce que Freud et Lacan ont dit, se distingue de tous les autres. Alors, mon paragraphe actuel va s'intituler Ce que nous faisons. Dans un moment comme aujourd'hui, nous sommes tous convoqués, que nous le voulions ou non, à prendre position sur diverses décisions. Et dès qu'il y a décision, il y a justification, parce que les parlants ont la passion de l'auto-justification. Lacan en fait état d'ailleurs à propos de la colonisation et de son humanitaire-rie. Du coup, on ne peut pas ignorer à quel point ce que l'on fait a la préséance sur ce que l'on en dit. J'ai en tête une phrase de Lacan dont j'ai oublié la provenance. Elle est tardive. Elle dit « Vous êtes ce que vous faites ». Cette phrase jette un regard de dérision sur la pensée et marque en tout cas
la préséance de l'action ou de l'acte sur la pensée. Elle va bien, d'ailleurs, avec l'idée contemporaine chez Lacan que l'homme pense débile. Pourtant, je ne crois pas que cette phrase soit une invitation à cesser de penser, et spécialement penser la psychanalyse. Elle n'est pas faite pour nous faire oublier que l'acte n'est pas le passage à l'acte, qu'il y a donc des actes plus ou moins éclairés. C'est ce qu'impliquait d'ailleurs dès le début la notion de temps pour comprendre, et aussi ce que Lacan a appelé l'effet d'acte d'une symbolisation correcte. Alors, je saute les 2 paragraphes qui suivent, qui sont, disons, dont on peut se passer. Un peu trop personnel peut-être. À la phrase que j'ai mise en exergue, j'aurais pu ajouter cette autre que Lacan citait de Max Jacob, « Le vrai est toujours neuf ». Ce qui suppose que seul le neuf peut être vrai. Et je me demande comment, dans nos luttes pour exister, comment ne pas trahir cette exigence qui fonde la psychanalyse depuis Freud. Dans le texte que je cite, Lacan notait d'ailleurs ceci: il y a évidemment un grand désarroi sur le sujet de la vérité psychanalytique. C'est bien le cas en effet. Alors, il nous a appris, Lacan, à reconnaître que la vérité a une portée réduite, mais qu'elle est nécessaire. La vérité, elle est complexe, distincte de l'exactitude, mais c'est une dimension irréductible. La question se pose dans chaque cure, mais plus encore concernant notre présence dans le monde, puisque dans le monde, nous nous avançons avec une promesse qui a prétendu à la subversion avec Freud et Lacan. Aujourd'hui, nous n'osons plus prétendre à la subversion, mais nous soutenons encore que notre promesse est autre que les offres du discours commun. Différence, disons-nous, je le disais même. Elle n'est pas seulement autre que celle des gadgets du capitalisme, notre promesse. Elle est également autre que celle des diverses promesses thérapeutiques que l'on trouve sur le marché. Alors, les discours autres, ils sont plusieurs au sein de chaque pays à faire des promesses. Ils sont plusieurs, et qui dit promesse, dit aussi risque de boniment. C'est le terme de Lacan. Il le disait en 67. Et ils n'ont pas disparu, les boniments. Ils ont juste changé de thématique. Il y en a un qui domine chez nous, de boniment, et il domine tellement que je peux le citer sans viser personne en particulier. Hein. Il est d'ailleurs directement repris du discours commun, c'est respect des différences. Alors que le spectacle du monde et surtout les divisions du monde des analystes, et depuis toujours, depuis Freud, attestent que le moins que l'on puisse dire, c'est que ce n'est pas le respect des différences qui préside à ce que nous faisons.
mensonge de la conduite. Je l'ai évoqué dans la diagonale avec Gabriel. Je ne sais d'ailleurs pas pourquoi on dit mensonge de la conduite, alors que la conduite ne fait que démentir les mensonges du discours. Enfin, bon. Alors, je voudrais quand même restituer quelques propos de Lacan pour qu'on entende comment ça vibre. Le psychanalyste pris au collectif. Les psychanalystes, quand il y en a une foule, une tripotée, veulent qu'on sache qu'ils sont là pour le bien de tous. Ils veulent absolument être du bon côté, du côté du manche. Alors, pour le faire valoir, il faut qu'ils montrent que ce qu'ils disent, ça s'est déjà dit. Boniment, donc. Lacan poursuit, ça va loin. Propaganda fidei. Ça s'est toujours fait. La question est de savoir si c'est tenable pour la psychanalyse. Voilà la seule question pour nous. Alors, vous voyez comment cette idée de propaganda fidei, elle est d'actualité pour nous, actuellement, comme un risque en quelque sorte, puisque nous nous penchons sur notre politique de l'extension, pas seulement de l'intention. Alors, j'essaye d'avancer. Dans ma réflexion sur notre politique analytique, je me suis tournée vers l'exemple de Lacan. Je pense que j'y ai été poussée par l'inquiétude que me procure le fait que l'on se réfère souvent à Lacan, non seulement comme à une Bible, mais comme à un intouchable. Et un intouchable ne peut rien nous apprendre de valable, car à le traiter ainsi, nous nous interdisons tout examen critique d'évaluation. Alors je reste un peu sur ce chapitre des exemples de Lacan. Dans l'exemple Lacan, je ne suis pas allée bien loin. J'ai juste fait valoir que ces interventions publiques, c'est donc le chapitre de l'analyse dans le monde, n'est-ce pas? Dans ces interventions publiques, il laisse généralement l'événementiel de côté. Une petite exception au moment de l'événement dissolution de son école. Toutes les autres étaient des interventions interprétatives ou conduisant à l'interprétation. Et j'ai pensé que ça pourrait être l'occasion pour aujourd'hui de mettre sur le tapis ce que nous appelons une politique de l'interprétation. C'est nécessaire pour éviter d'en faire un usage qui serait lévitatoire, politique de l'interprétation, oui. Alors je me suis lancée dans une petite prospection de quelques interprétations de Lacan quant au monde dans lequel il vivait. Évidemment, je ne prétends pas à l'exhaustion, quoique les recenser toutes serait amusant. Depuis que j'ai commencé, d'ailleurs, je n'arrête pas d'en trouver de nouvelles. J'en avais retenu 3, je ne vais en garder que 2,5. J'ai commencé déjà dans un autre texte par le colonialisme, dans le paragraphe de télévision. J'y reviendrai à la fin parce que je n'en ai pas dit l'essentiel. Et je ne mets pas dans les interprétations de Lacan, je ne mets pas le racisme,
car il n'interprète pas le racisme à proprement parler. Décrire un phénomène ou en construire la structure et l'interpréter, ce n'est pas la même chose. La sociologie, par exemple, ne prétend pas être une discipline d'interprétation, mais de description. À une interprétation, on peut toujours demander d'où elle part. Quel est le levier de lecture de l'interprétation? Après 1970, Lacan l'a dit simplement. On ne peut interpréter ce qui advient dans un discours, un lien social, qu'à partir d'un autre discours. C'était une façon de nous dire d'où peut partir l'interprétation des discours. De nos interprétations, nous prétendons donc qu'elles viennent du discours analytique. Mais je dis qu'il faut le prouver et dire de quoi elles partent dans le discours analytique. Est-ce de son savoir? Est-ce de sa production? Est-ce de sa béance? Et c'est ce que j'ai cherché dans les interprétations de Lacan que j'ai retenues. D'où elles partent. Ce n'est pas une question sur leur validité et encore moins sur leur efficacité. Avant d'y venir, je finis quand même sur le racisme, puisque j'ai dit que ce n'était pas une interprétation. De télévision, si on regarde ce qu'il en dit, il ressort que le racisme n'est pas mépris du prochain, ce n'est pas la haine d'un qui diffère dans sa jouissance, qui est donc un autre avec une majuscule. Quoique tout racisme implique ces deux affects, mépris et haine. Le racisme, selon Lacan, se place au niveau des collectifs. Racisme des discours en action. Ça, ce n'est pas une interprétation, c'est une thèse solidaire de la conception analytique des liens sociaux qui dit que les races sont des fabrications de discours, donc nullement biologiques, nullement géographiques, et qu'en outre, le racisme n'est pas un simple phénomène psychologique. Il est solidaire de la consistance d'un discours. D'ailleurs, on peut noter que le racisme est aussi vieux que l'humanité et qu'il existe fort bien sans la colonisation. S'il faut une preuve, c'est l'antisémitisme. Le racisme, c'est donc la haine des versions de la jouissance organisées par d'autres discours. L'envers, en quelque sorte, du narcissisme collectif qu'implique chaque discours. Au fond, le racisme, ça veut dire qu'au sein de chaque discours, on se préfère. On préfère ses propres mœurs, sa propre religion, etc. Et on les justifie comme les meilleures. Ainsi, toutes les guerres de religion, passées et actuelles, relèvent du racisme, même s'ils ne portaient pas ce nom. Les colonisations, c'est un peu autre chose. Ça y ajoute quelque chose. Ça ajoute non seulement de préférer ces modes, mais de les imposer par la force. Alors, je saute 3 lignes. D'accord. Ça, c'est facile pour s'y retrouver quand même. Oui. Et je passe à
aux interprétations de Lacan. Je retiens deux interprétations du communisme. Une qu'il fait en 67 dans la conférence en question et une dans Radiophonie en 70. C'était une époque où le communisme avait encore un poids que l'on n'imagine plus aujourd'hui. Et un des intérêts pour nous de la première, celle de 67, c'est que Lacan n'avait pas encore produit la structure des discours comme ordre de jouissance. Et que donc, il s'exprime dans d'autres termes. Il dit la même chose en fait, mais en s'exprimant dans d'autres termes et en se référant notamment à ce qu'il a appelé le désir de l'autre. Le désir de l'autre dont il dit qu'il n'y a pas de raison de le limiter au champ de la psychanalyse. Façon de dire que l'ordre subjectif et l'ordre discursif, c'est le même. Alors je cite Lacan. On pourrait peut-être s'apercevoir que s'il n'y a pas de conscience collective, la fonction du désir de l'autre est tout à fait essentielle à considérer, et spécialement de notre temps, quant à l'organisation des sociétés. Voilà la thèse, la formule de l'époque. Les sociétés sont organisées sur un désir de l'autre au singulier. Alors, de ce désir de l'autre dans le communisme, il donne le maître mot. Il dit il est fondé sur une justice au sens distributif du terme. La justice distributive. Ça, ce n'est pas une interprétation. Il prend simplement au mot les slogans qui couraient les rues de la propagande, à chacun selon ses besoins. Bon. Puis vient l'interprétation. Une interprétation. Et qu'est-ce qu'elle dit, l'interprétation? Elle porte sur ce que l'on sait aujourd'hui, qui à l'époque était connu et ne stupéfiait que quelques esprits informés, à savoir la force collective des mensonges sur l'effectivité de cette justice distributive. Et à l'époque, de fait, le mur n'était pas tombé. L'interprétation pose donc qu'il y a une corrélation entre le désir qui régit le régime et le fait que les mensonges institués aient une résistance extraordinaire. Résistance aux preuves contraires. Pour ceux qui connaissent un peu l'histoire des années de l'URSS, là je fais une parenthèse pour le traducteur. Pour ceux qui connaissent l'histoire de l'URSS, entre la fin de la guerre et la chute du mur, les mensonges institués, on sait ce que c'est. Bon. Alors, voilà une première interprétation. C'est solidaire. Et il ajoute, ne croyez pas que je sois en train, pour l'instant, de tenir des propos anti-coco. Il passe donc équitablement à l'interprétation du libéralisme. Il demande alors, je cite, l'autre côté. L'autre côté, vous savez où c'est de l'autre côté de l'Atlantique. L'autre côté, où le désir de l'autre est fondé sur ce qu'on appelle la liberté,
c'est-à-dire l'injustice. Est-ce que vous croyez que ça vaut mieux? Vous voyez là le raccourci que fait Lacan. Liberté égale injustice. Eh bien, ça donne un pays où l'on peut tout dire, même la vérité. Ça, c'est une constatation. Et voilà l'interprétation. À se fonder sur l'idée de liberté, eh bien, quoi qu'on dise, ça n'a en aucun cas aucune espèce de conséquence. Quoi qu'on dise. On pourrait confronter l'exposé des lits avec cette thèse et des réseaux Internet avec cette thèse. Bon. Donc, vous voyez ce qu'il y a d'homogène entre les deux interprétations. Dans un cas, résistance de mensonges institués. Dans l'autre cas, indifférence au vrai. Eh bien, on peut en conclure, c'est ce que j'ai conclu, c'est que l'interprétation part d'une interrogation sur la place que ces deux régimes font à la parole vraie, la place qu'elles font à la vérité, la place qu'elles ménagent possiblement à la vérité. Ça se confirme dans le deuxième passage sur le communisme, qui est dans Radiophonie. Il interprète les communistes, là, il n'interprète pas le régime du RSS, il interprète les communistes à qui il a eu affaire en France. Il s'agit des psychiatres communistes qui tenaient alors le haut du pavé à Paris. On n'arrive plus à l'imaginer aujourd'hui. Hein. Le nom le plus connu était peut-être Bonafé. Il note que ces communistes n'ont jamais rien voulu savoir de ce que lui, Lacan, articulait autour de la suture des béances de l'inconscient. La suture des béances de l'inconscient. Et il interprète cette fin de non-recevoir. Cette fin de non-recevoir, il l'interprète par le fait que les communistes se sont constitués en contre-société qui parodie, qui en tout cas reduplique la société bourgeoise. Travail, famille, patrie, ce qui va, dit-il, avec le trafic d'influence et l'hypocrisie universitaire. Dit autrement, ils se sont structurés selon le discours du maître, non pas selon le discours de la justice distributive. Ils se sont structurés selon le discours du maître, ce qui est un paradoxe au regard de la justice revendiquée. L'interprétation pose donc une relation entre l'ordre du discours, ici structure du discours du maître, et ce que l'on accepte de savoir de la vérité. La vérité désignée dans ce texte par suture, débéance de l'inconscient. D'où sa conclusion que je vous livre. J'ai le sentiment que peut-être tout ça ne parle pas de la même façon à tout le monde. Parce que peut-être faut-il avoir été à Paris à cette époque pour en mesurer la dimension. Mais en tout cas, voilà sa conclusion. D'où sa conclusion, je cite, « Partout où mon effort eût pu déceler le monopole psychiatrique », il faut que les analystes entendent ça, « Partout où mon effort eût pu déceler le monopole psychiatrique, je n'ai jamais recueilli d'eux, donc les psychiatres communistes,
de réponse qui ne s'aligna pas sur l'hypocrisie universitaire. Alors, bon, vous voyez, je vais conclure sur ces 2 exemples et demi. La question n'est pas de savoir si ces interprétations sont justes et jusqu'où. C'est par rapport à quels termes elles sont faites. Et c'est bien clair, elles sont faites par rapport à la place faite à la dimension de la vérité. En tout cas, je souligne que ces interprétations partent toutes les 2 du même point, la dimension, avec un T à dimension, de la vérité. Alors, on sait que Lacan en fait une place dans chacun des 4 discours, et que pour le discours analytique, à la place de la vérité, il inscrit le savoir inconscient. Je ne développe pas ce point, mais ça indique, je crois utile de le rappeler au jour d'aujourd'hui, que même si nous ne jurons plus que par le réel dans notre discours commun de groupe, et même si Lacan a dit beaucoup de mal de cette dimension de la vérité, elle est constituante, irréductible. Et d'autant plus que sa dimension à la vérité, c'est toujours le grain de sel qui fait grincer les rouages huilés des sutures discursives. C'est elle qui introduit une béance qu'après on tâche de suturer. Et donc, il faut dire pas sans la vérité. Plus concrètement, comment peut-elle être toujours neuve, la vérité? Ou n'être pas? Neuve ou n'être pas? Ça tient à notre rapport au langage qui est gouverné par le discours court-courant. Or, la vérité, elle dépend, pour sortir toute nue du puits, comme dit le proverbe, elle dépend de la possibilité pour chacun d'user des mots qui sont les siens. Puisque dans la langue que nous avons en commun, où il y a plein de mots en commun, eh bien, il y a pour chacun des mots, des syntagmes, disons des unités qui s'isolent, qui se distinguent, qui pèsent plus que d'autres, qui sont coalescentes à des émotions intimes, à des vibrations, bref, nous disons à de la jouissance singulière. Mais pas forcément plaisante, souvent traumatique, aussi bien. Car ces mots dont je dis les mots qui sont les siens à celui qui nous parle, ces mots ne sont pas forcément originaux. Ce sont parfois de vieux mots qui viennent de loin dans le passé collectif ou individuel, mais qui sont rénovés par leur coalescence avec une jouissance singulière. Avant de parler de Lacan, de la langue, pardon, Lacan le disait autrement. Lacan disait que pour chacun, il y a un fragment de discours qui lui est plus précieux que sa vie même. Fragment de discours. Il disait attaché à ses semelles, je crois. Et en effet, là est son ancrage à notre chacun. Et c'est un ancrage verbal, ou plutôt
verbalo-corporel. Et il faut en conclure, comme je l'ai déjà fait ailleurs, que les plus déracinés ont quand même des racines. Ces racines, la biographie, l'historiole en vient, quoiqu'elle les recouvre, et l'analyse y ramène, les met en valeur. Alors, ce que je dis là n'exclut pas que d'autres mots parallèlement s'inventent sous l'effet néologisant des poignances des expériences. Car la chose, comme disait Lacan, ne cesse pas de faire mot. Ça, c'est le poète qu'il y a en chacun. Alors, je reviens à ma question de départ, le prix que nous donnons au discours analytique. Je remarque combien les sujets que nous recevons, comme les analystes en collectivité d'ailleurs, combien ils parlent une langue commune et banalisée. Celui ou celle qui demande une analyse le fait certes toujours car quelque chose a fait effraction dans ses habitudes du quotidien. Et je suis frappée de constater à chaque fois combien ceux qui arrivent, et de tous âges, je le souligne, quand ils commencent à nous parler, à partir de cet accroc, combien ils sont pris dans une gangue discursive, une gangue langagière qui est diverse selon les milieux auxquels ils appartiennent, parce qu'il y en a plusieurs. Et cette langue a toujours ses maîtres mots, ses thèses pour tous convenues, ses préjugés, et aussi ses valeurs fondamentales, d'où le sujet s'évalue lui-même. Alors dans le capitalisme, ça peut être n'importe quoi, et ça peut même venir des réseaux en effet. Les psychanalystes n'aiment pas, ça peut être n'importe quoi. La réussite, l'autonomie, le pouvoir, le courage, la liberté, bref. Bon. Mais c'est toujours du commun, du déjà pensé, du genre de celui qui s'échange sur les réseaux. C'est ce que j'avais écrit. Dans tout cela, pas trace d'un lambeau de discours qui leur soit propre. Il n'y a pas à le leur reprocher, bien sûr. Le psychanalyste reçoit tout ce qui lui vient et en plus, il n'a pas ce tout venant à le mesurer à ses propres préférences sociales qui ne valent pas mieux. Puisque être apparolé à un discours, c'est l'expression de Lacan, je suppose que vous la connaissez, être apparolé à un discours, c'est parler la langue de ce discours. Et en outre, subir les corporections auxquelles ce discours préside. Je pourrais dire autrement que corporection, hein, mais ce terme, je l'ai commenté. La rection est un terme de linguistique. On y parle d'un rapport de rection. Ça désigne les liaisons grammaticales entre les mots. La corporection, ça désigne la régulation des corps par le discours, la régulation de leur jouissance, bien sûr. Laquelle régulation s'ajoute à la régulation des sujets par leurs identifications. On l'a évoqué tout à l'heure. Alors, la seule chose qui lui est propre à ce sujet qui arrive, c'est, quelle que soit sa structure clinique, l'accroc que j'évoquais, ce que nous appelons ces symptômes. Le grain de sable dans les rouages
de sa conformité fantasmatique. Et ce grain de sable, il est précieux pour nous, pour l'analyse, parce qu'il indique que ce sujet n'est pas tout entier apparolé au discours commun, que la vérité de sa jouissance ne se réduit pas à celle de ses semblables. Ces ratés symptomatiques, c'est le fondement de la psychanalyse, au départ et à l'arrivée. Ces ratés symptomatiques sont le signe que les corporections standards communes ne sont pas le tout des jouissances. Elles laissent place justement à la dimension de la vérité. Je ne sais pas si je dois dire vérité de la jouissance ou jouissance de la vérité, puisque les deux sont la même chose, coalescence. Et que les deux se constituent par la langue privée de chacun, intime. Alors, on entend souvent dire que la vie privée, en tant que c'est ce qui est soustrait au commun, à la circulation plutôt, ça n'existe plus dans notre monde capitaliste, que l'œil de l'autre a percé et perce tous les recoins, transparence, on en veut. Et même que les corps se sont dénudés, enôtés jusqu'à leurs feuilles de vigne. Eh bien, je dis que la psychanalyse, au fond, elle s'occupe d'un recoin inexpugnable, celui de ce que j'appelle ici la langue privée du symptôme fondamental. C'est un autre nom de l'inconscient. Inextirpable, à nul autre pareil, cœur, noyau du symptôme réel. Or, rien d'autre ne permet d'échapper à la captation par le prêt-à-penser et le prêt à jouir qui nous assaillent de partout et dont les analystes sont eux aussi les victimes, à vrai dire. C'est ainsi, me semble-t-il, qu'au cours d'une analyse, on fait cette expérience unique comme analyste, de voir les sujets des divers milieux du capitalisme que nous avons reçus au début devenir, si je puis dire, de plus en plus eux-mêmes. Non pas qu'ils puissent donner la formule de cet eux-mêmes, en raison du mi-dire de la vérité, mais cet eux-mêmes, pour chacun, se met en acte dans le resserrement que l'on constate dans l'analyse, le resserrement de son récit et aussi de sa langue, de la langue propre qui porte le récit, monde capitaliste ou pas. Avec ce recentrement, je dois ce terme à une analysante d'ailleurs, avec ce recentrement, ce centrement qui justement ne ment pas sur les racines, on est arrivé à l'indéracinable. C'est dire qu'au-delà de la destitution subjective, qui est centrale dans la proposition de 67, l'analysant aura troqué l'assurance de son fantasme pour l'assise réelle de son symptôme. C'est ce qui fait sans doute que Lacan ait pu dire qu'il ne pensait pas
que nous soyons possiblement complètement gadgetisables? C'était une question posée. Hein. Alors, donc, les critiques à faire à la vérité en tant qu'elle est toujours religieuse, qu'elle sustente le Dieu du sujet supposé savoir, est impuissante à conclure. En plus, ces critiques portent sur la vérité en tant qu'articulée en récit, en chaîne. C'est sûr que d'elle, on ne peut pas faire science, comme Lacan le disait, et que, je le rappelle, une psychanalyste mordue par la vérité serait une foutue psychanalyste, pour ne pas dire une psychanalyste foutue. Subtilité de la place de l'adjectif en français. Et Lacan n'a jamais cessé de chercher ce qui peut faire buter à cet aspect de la vérité, de la foutue vérité. Les mathèmes, la logique, le réel. Il n'empêche que la place et la dimension du dire de la vérité est inhérent à la psychanalyse. Ma dernière question, je vous en donne le titre, une reconquête non impérialiste, point d'interrogation. De ce que je viens de dire, je déduis quelques considérations politiques. J'ai évoqué une reconquête du champ lacanien avec un point d'interrogation et je l'ai reprise pour aujourd'hui. Mais j'avais une question qui est apparue ensuite. Je me suis demandé, est-ce qu'une reconquête du champ lacanien qui ne soit pas impérialiste est possible? Autrement dit, y a-t-il un universalisme de la psychanalyse? C'est une autre façon de poser la même question. L'universalisme du sujet de la science, celui du cogito, qui signifie exclusion de tout ce qui distingue les sujets, entre en contradiction avec l'ordre des discours, ça c'est sûr. L'ordre des jouissances des discours ne vont pas vers l'universel, elles vont vers les ségrégations. Ce sont tous des discours de jouissance et qui tous à ce titre relèvent du racisme des discours en activité, lequel préside aux ségrégations. Là s'ouvrirait un chapitre que je n'ouvre pas, mais que je signale, c'est important. Ça s'applique même au discours analytique. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Lacan. Il faut bien que ce soit Lacan qui le dise pour que quelques-uns au moins puissent s'en apercevoir. Ça s'applique même au discours analytique. Bon, je passe là-dessus. Alors, comment une psychanalyse qui procède au un par un, qui vise à la vérité des singularités de jouissance, est-ce qu'on l'aura assez répété, pourrait-elle avoir une portée universaliste? Eh bien, ce paradoxe est un faux paradoxe. Tant que reste affirmée en acte la vérité singulière des inconscients. En acte et pas en blabla. Pour cela, pour que la vérité singulière des inconscients continue à être affirmée dans les analyses, il faut que les analystes continuent à croire à la radicalité de ce qu'ils font et à le vouloir, cette radicalité. Rien de pire à cet égard que l'écuménisme analytique. Ça, c'est l'arme absolue des discours adverses contre la psychanalyse. Si tout parlant, du fait d'être parlant, si nous admettons ça, est affecté d'un inconscient qui lui est propre, à titre de langue jouie corporellement aussi, quel que soit son idiome,
quelle que soit sa nationalité, quelle que soit sa localisation géographique, alors nous pouvons viser à l'expansion du discours analytique à tout parlant. En droit, hein, parce qu'en fait, bien sûr, on ne peut pas. Et ceci d'autant plus que les singularités même des jouissances, elles-mêmes, elles comportent un universel, qui est l'objet A. Tout l'objet A, comme effet de cisaille signifiante, qui vaut pour les jouissances de tout homme, quoique peut-être pas de toute femme, mais je laisse ça de côté. C'est d'ailleurs tout cela est ce qui justifie que nous ayons créé une internationale et soyons fondés à ne soutenir aucun nationalisme, d'où qu'il soit. Aucun nationalisme n'est en sympathie avec la psychanalyse. La délocalisation de la psychanalyse est impliquée par son discours même. Elle est anticoloniale par définition, quand elle est la psychanalyse. Il faut toujours ajouter ça, hein. C'est parce qu'il ne suffit pas qu'il y ait des psychanalystes pour que la psychanalyse y soit. Mais quand elle est la psychanalyse, elle est anticoloniale par définition. Et c'est dire qu'un analysant, d'où qu'il soit, s'il est analysant, ne peut pas être un colonisé, même si son pays est colonisé. Vous voyez comme c'est intéressant pour nos débats politiques actuels. À moins que l'on ne dise par métaphore que la langue colonise le corps, ce qui est le cas. Mais c'est une autre problématique. J'avais prévu de sauter le paragraphe suivant. Je vais le conserver. D'accord. En raison des discussions qui ont eu lieu. Je trouve qu'il y a là quelque chose qui poursuit des discussions. La langue colonise le corps. Hein? C'est pas... La langue est colonisatrice, si on peut dire, sans colonisateur. Bon. Alors c'est une thèse intéressante et qui est très actuelle dans certains débats publics, en France en tout cas. Certaines minorités, à l'endroit du commun, et en particulier du commun du sexe, hétéro, clament, au nom de leur liberté, qu'ils préfèrent la colonisation du sexe, du corps et du sexe, par la langue qui est sans maître, plutôt que par le discours qu'ils disent patriarcal, pour dire qu'il est du maître. Ça, c'est dans l'actualité. On a cité Preciado tout à l'heure, n'est-ce pas? Bon, c'est ça. C'est un vieux débat, en fait. C'est un vieux débat qui a été lancé il y a longtemps par Deleuze et Guattari contre l'Édipe supposé de grand-papa, main dans la main d'ailleurs avec Michel Foucault et son libre choix des plaisirs. Qui eût cru que l'aspiration au vieux libre arbitre ferait retour dans la psychanalyse comme arme contre l'Édipe? Enfin, ça s'est produit. L'ironie de l'affaire, c'est que la colonisation du corps par la langue ne laisse aucune place à la liberté. Hein, c'est pas le vieil Édipe contraignant contre la langue libératrice. La langue, pardon pour la traduction, ce n'est pas le vieil Édipe contraignant contre la langue libératrice. La langue ne laisse aucune place à la liberté. Quand elle colonise le corps, elle le rive au noyau inamovible qui fait son réel à chacun. Ce réel, c'est justement ce que le dire de la vérité vise et rate en partie. Et puis, il y a aussi les cas où il n'y a pas de noyau.
fixé et il n'y a que la dérive comme symptôme. Ça existe chez certains sujets, ils n'en sont pas plus libres pour autant, parce que la dérive schizophrénique, elle n'est pas moins imposée que le fait d'être rivé par symptôme. Alors, puisque je termine sur cette note qui évoque la colonisation, le discours et la langue, je vais compléter pour terminer ma lecture du paragraphe de télévision sur la réponse à la question 5, où Lacan parle de la colonisation. Parce qu'en fait, je n'en ai pas dit ce qui était l'essentiel. Il la qualifie d'exaction. C'est à peine une interprétation. Qui pourrait dire que ce n'est pas une exaction, puisque la colonisation vient de pays qui eux-mêmes affirment le droit à la propriété privée et nationale. Et alors que la colonisation s'empare par la force de la propriété privée et nationale d'autres pays. Donc, exaction, c'est juste descriptif. Il ajoute humanitairerie de commande, humanitairerie comme dans linguisterie, pour dire du faux humanitaire, et de commande parce que c'est nécessité par le fait d'avoir à se justifier, pour n'être pas en contradiction avec le droit à la propriété. Alors on dit qu'on amène les bienfaits de la civilisation. Là encore, la vérité est un peu mise à mal. Mais l'essentiel du paragraphe n'est pas là. Que dit ce paragraphe? Il dit que la colonisation ne pouvait plus durer. C'est formulé dans l'expression « Comment espérer poursuivre cette humanitairerie de commande ?» Il faut quand même lire ce qui est écrit. Ça veut dire « ça ne pouvait plus durer ». Et pourquoi? Eh bien, parce que le fondement de la décolonisation, c'est l'exportation des insuffisances, Lacan dit de la précarité de notre mode de jouissance. En exportant l'insuffisance de notre mode de jouissance, on programmait sans le savoir la décolonisation, plutôt les révoltes contre la colonisation. C'est subtil, mais c'est cohérent. Ça dit que la révolte des colonisés, qui a conduit aux décolonisations, guerre à l'appui, eh bien, elle est conditionnée par leur accès à la précarité de nos modes de jouissance. Et du coup, on comprend, comment pourrait-il croire encore aux bienfaits de nos humanitaireries? C'est là que Lacan annonce le regain de Dieu. C'est tellement ça l'os du paragraphe qu'il annonce un regain de Dieu, soit la résurrection, j'emploie ce terme exprès, la résurrection d'un autre majuscule sur les ruines de cet autre majuscule qui était le colonisé pour notre mode de jouissance. Alors je conclus. On pourra discuter l'interprétation, mais sa cohérence est parfaite. Quant à sa portée politique dans le monde, c'est un gros point d'interrogation, puisque, contrairement à ce qui se passe dans une analyse, il n'y a pas pour l'interprétation analytique hors analyse d'épreuve de réalité quant à ses effets d'acte. Par contre, j'ajoute une phrase, je le dis au traducteur. Ce qui n'est pas un
point d'interrogation, c'est qu'un analyste travaille au jour le jour, en acte, à maintenir la division entre la vérité de la jouissance et sa production standardisée au sein du champ lacanien. Et au fond, c'est ça la reconquête au quotidien.